Le silence parle quand l'échec crie. Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà vu un moine bouddhiste tomber de sa chaise en pleine méditation? Non? C'est bien ce que je pensais. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement centrés, tellement ancrés dans le présent, que même la gravité semble avoir abandonné l'idée de les déranger. Pourtant, croyez-le ou non, même les plus grands sages ont connu leurs propres échecs. La différence? Ils les affrontent avec une sagesse et une sérénité qui nous échappent souvent. Ce chapitre est une invitation à voir l'échec non pas comme un coup dur, mais comme une leçon spirituelle. Dans le monde du développement personnel, il existe une constante, les citations spirituelles qui nous rappellent que tout est une question de perspective. Vous verrez, après avoir plongé dans ces histoires inspirantes, oui, souvent cocasses, vous ne regarderez plus vos propres échecs de la même manière. Il y a un vieux proverbe zen qui dit « Tombe 7 fois, relève-toi 8 fois ». Simple, n'est-ce pas? Mais au fond, c'est l'essence même du développement personnel. Vous pouvez trébucher encore et encore, mais tant que vous vous relevez, vous êtes sur la voie du succès. L'échec fait partie du voyage, pas de la destination. Prenons l'exemple d'un maître zen, Ryokan, connu pour sa grande sagesse et pour ses moments de maladresse aussi. Un jour, des voleurs s'introduisent chez lui, mais ne trouvent rien à voler, car il vivait dans une simplicité extrême. Plutôt que de se mettre en colère ou de se sentir abattu, il leur a laissé une note. « Si seulement je pouvais vous donner cette belle lune que je vois chaque soir. » Oui, vous avez bien lu. Plutôt que de se focaliser sur ce qu'il avait perdu, il a trouvé une beauté profonde dans ce qu'il possédait encore, la lune, le ciel, la paix intérieure. Nous, que faisons-nous après un échec? Nous nous lamentons, nous ruminons, nous pleurons la perte d'un emploi, d'une opportunité, d'un amour. Et si, à l'instar de Ryokan, nous nous arrêtions pour observer la beauté autour de nous, même en plein cœur du chaos? L'échec vu par Bouddha. C'est toi le problème, pas l'échec. Bouddha a un jour dit « La douleur est inévitable, mais la souffrance est optionnelle. » L'échec te fait peut-être mal, mais c'est toi qui décides si tu veux continuer à souffrir. Imaginez-vous en train de marcher dans la rue, d'envoyer un SMS et de trébucher sur une pierre. Vous tombez, spectaculairement, bien sûr, parce que sinon ce n'est pas drôle. Vous avez deux choix, vous pouvez rester par terre et vous plaindre du caillou qui a ruiné votre journée, ou vous pouvez vous relever, épousseter vos vêtements et continuer votre chemin, peut-être avec un sourire ironique. L'anecdote de Bouddha, c'est celle de l'homme qui, en se blessant avec une flèche, demande immédiatement « Qui m'a tiré dessus ?» Au lieu de simplement retirer la flèche et de soigner la blessure, il perd du temps à chercher un coupable. Le message ici est clair, quand l'échec survient, notre première réaction est souvent de chercher quelqu'un ou quelque chose à blâmer, alors que la véritable solution est de s'occuper de nous-mêmes et d'aller de l'avant. Répétez après moi, ce caillou n'est pas mon ennemi. Je suis tombé, mais je me relève. Le chemin de la résilience spirituelle. Gandhi et l'échec glorieux. Parlons un instant de Gandhi. Vous savez, ce petit homme frêle qui a libéré un pays entier sans jamais lever la main? Eh bien, saviez-vous qu'avant de devenir le symbole mondial de la non-violence, Gandhi était un avocat médiocre? Lors de son premier procès en tant qu'avocat, il était tellement nerveux qu'il n'a même pas réussi à parler devant le juge. Pas exactement le début glorieux qu'on imagine pour un futur leader mondial. Mais voilà la beauté de l'histoire. Gandhi n'a pas laissé cet échec initial définir son avenir. Il a persévéré et avec chaque échec, il a appris une nouvelle leçon. Il aurait pu abandonner le droit, retourner en Inde et mener une vie tranquille. Mais non, il a continué. Parce qu'au fond de lui, il savait que l'échec n'est jamais la fin du chemin, mais simplement un détour. D'ailleurs, Gandhi a dit « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. » Ce qu'il aurait pu ajouter, « Et soyez aussi la personne qui se relève après être tombé face à un juge. » Gandhi a fait de l'échec une opportunité de croissance, tout comme nous le devons. Quand vous vous retrouvez face à une défaite, demandez-vous « Que puis-je apprendre de cet échec et comment puis-je en faire un tremplin pour mon futur succès ?» La spiritualité du rebond. Les enseignements du Tao. Dans le taoïsme, il y a un concept appelé le wu-wei, qui signifie littéralement l'action par l'inaction. Cela peut sembler paradoxal, mais parfois, la meilleure manière de rebondir après un échec est de ne rien faire. Du moins temporairement. En d'autres termes, laissez l'univers vous guider.
Imaginez-vous en train de nager à contre-courant dans une rivière. Plus vous vous débattez, plus vous vous épuisez. C'est exactement ce que fait la plupart des gens après un échec. Ils se battent contre lui, refusant d'accepter la réalité. Le Wu Wei nous apprend que parfois, il vaut mieux se laisser porter par le courant, reprendre son souffle et trouver un autre chemin, plus facile et plus naturel. Prenons un exemple tiré de la vie de Lao Tse, le sage fondateur du taoïsme. Selon la légende, après avoir passé des années à tenter de changer la société autour de lui, Lao Tse s'est finalement retiré dans les montagnes, réalisant que le vrai pouvoir vient non pas de la lutte, mais de l'acceptation des choses telles qu'elles sont. Son message était simple. Arrête de nager contre le courant et trouve la voie naturelle. Après un échec, il peut être tentant de vouloir tout réparer immédiatement. Mais parfois, la meilleure chose à faire est de prendre un pas en arrière, de respirer, et d'attendre que la bonne solution se présente d'elle-même. Le rebond n'est pas toujours un sprint, parfois, c'est une marche tranquille en montagne. Vous souvenez-vous de la première fois où vous avez essayé de sauter à la corde ? À peine avez-vous commencé que vos pieds s'en mêlent, la corde fait un demi-tour, vous vous retrouvez à terre, en vous demandant pourquoi diable cette activité simple pour les autres semble être un défi de l'impossible pour vous. Ce moment-là, cette chute ridicule, c'est exactement l'expérience que nous avons tous face à l'échec. Ce qui distingue les champions, ce n'est pas le fait qu'ils ne tombent jamais, mais leur capacité à se relever avec style. Parce qu'après tout, tomber, ça arrive à tout le monde, mais rebondir, c'est tout un article. Avant d'apprendre à rebondir, il faut déjà accepter que l'on va tomber. Et croyez-moi, l'acceptation de l'échec, c'est un peu comme accepter une mauvaise coupe de cheveux. Vous savez que c'est là, vous ne pouvez rien y faire dans l'immédiat, alors autant l'assumer avec style. J'ai un ami, Julien, qui a un don particulier. À chaque nouvelle activité qu'il essaie, il trouve le moyen de se planter spectaculairement. Vous l'avez déjà vu essayer le yoga ? Une catastrophe. Un jour, il a tenté une position de l'arbre. Résultat, il a chuté si brutalement qu'il a entraîné 3 autres yogis dans sa chute. C'était comme un effet domino au ralenti. Pourtant, au lieu de s'enfuir, mort de honte, il s'est relevé et a lancé « Eh bien, au moins maintenant je sais ce que ressent un séquoia pendant une tempête. » Voilà, l'humour est la première arme du rebond. Si vous pouvez rire de votre chute, vous avez déjà gagné la moitié de la bataille. Prenez les grands échecs de la vie avec le même détachement que celui que vous avez quand vous renversez votre café sur votre chemise blanche juste avant un entretien. C'est embêtant, oui, mais est-ce vraiment si grave ? L'échec, c'est pareil. C'est la marque d'un processus en cours. C'est comme si la vie disait « Ok, pas encore, mais on y est presque ». Le rebond, c'est un sport de combat. Si l'échec est une chute, le rebond est un véritable sport de combat. Et comme dans tout bon sport de combat, il faut apprendre à encaisser les coups avant de savoir comment réagir. Mohamed Ali disait « Ce n'est pas combien de fois tu tombes qui compte, mais combien de fois tu te relèves ». Eh bien, il avait raison. Chaque coup que vous recevez, chaque échec que vous encaissez, vous apprend à mieux réagir. Prenons une autre anecdote, cette fois-ci personnelle. J'ai toujours eu une peur panique du vide. Un jour, lors de vacances en montagne, des amis m'ont convaincu de faire de l'escalade. Résultat ? Je suis resté bloqué à 3 mètres du sol, cramponné à la paroi comme si ma vie en dépendait, tandis que mes amis, en bas, se tordaient de rire. J'étais littéralement coincé. Pas un rebond glorieux, me direz-vous. Mais c'est là que la leçon se trouve. J'ai appris ce jour-là que le rebond commence parfois par admettre qu'on est en difficulté. J'ai dû redescendre lentement, sous les regards moqueurs, mais cela m'a donné une chose précieuse, une bonne histoire à raconter et une détermination à ne jamais abandonner. Le rebond, c'est un processus. Il n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, il commence doucement, comme cette petite voix intérieure qui dit « Ok, c'était nul, mais on peut faire mieux. » Ce n'est pas une explosion de triomphe, c'est un murmure de persévérance. Le rebond, c'est aussi un art du timing. Il y a un moment dans chaque chute où vous savez que vous êtes sur le point de toucher le fond. C'est ce moment précis où tout semble aller au ralenti et où vous réalisez que, oui, vous êtes en chute libre. Mais la bonne nouvelle, c'est que le rebond, comme au trampoline, dépend du moment où vous touchez le fond. Dans les années 90, la NASA a développé une technologie révolutionnaire pour des pneus qui ne crevaient jamais.
Après des années de recherche et des millions de dollars investis, ils ont dû abandonner le projet, pour l'espace. C'était un échec monumental, non? Eh bien, pas vraiment. Ces mêmes pneus sont devenus la base d'une nouvelle génération de pneus pour vélos et voitures de luxe. L'échec n'était qu'une question de timing. Ce qui semblait inutile à un moment a trouvé son utilité plus tard. Dans notre quotidien, il en va de même. Parfois, ce qui semble être un échec cuisant est en réalité juste une opportunité déguisée. Prenons l'exemple d'un entretien raté pour un emploi de rêve. Vous avez bégayé, oublié la moitié de vos réponses, et à la fin, vous vous êtes même demandé pourquoi vous aviez postulé. Et puis, quelques mois plus tard, une nouvelle opportunité, meilleure encore, se présente. Vous vous rendez compte que si vous aviez eu ce premier poste, vous n'auriez jamais été disponible pour celle-ci. Voilà, le rebond est souvent une affaire de timing. Rebondir, c'est aussi transformer ses échecs en expériences mémorables. L'une des clés du rebond, c'est d'arrêter de voir l'échec comme une finalité et de commencer à le considérer comme une histoire à raconter. Prenons un autre exemple personnel. J'ai une fois tenté d'organiser une grande fête surprise pour un ami. J'avais tout prévu, les invités, la nourriture, la musique. Ce que je n'avais pas prévu, c'était que mon ami avait déjà prévu de partir en week-end ce même jour. Résultat, une fête avec 20 personnes, mais sans la personne principale. Un échec retentissant? Certainement. Mais aujourd'hui, c'est l'une des histoires les plus drôles que nous racontons tous lors de nos dîners. Chaque échec est une future anecdote mémorable, si vous savez comment le transformer. Rebondir avec de l'aide. On parle souvent du rebond comme d'une épreuve individuelle, mais la réalité, c'est que personne ne rebondit seul. Vous avez toujours quelqu'un dans votre coin, prêt à vous tendre la main ou à vous donner un coup de pied aux fesses quand vous en avez besoin. Un coach, un ami, un mentor, ce sont eux qui parfois nous aident à faire ce saut de l'échec vers le succès. Pensez à Rocky Balboa. Oui, Rocky, ce boxeur qui se fait démolir à chaque film mais qui, à chaque fois, finit par se relever. Qu'a-t-il toujours dans son coin? Un coach, un mentor, quelqu'un qui croit en lui quand lui-même doute. Votre entourage est crucial dans le processus de rebond. Il vous rappelle que, même après une défaite, vous êtes toujours en jeu. Rebondir après un échec, ce n'est pas un événement unique, c'est un processus, une façon de vivre. Ce n'est pas un sprint, mais un marathon. Et comme tout bon marathonien, vous apprendrez à faire face à la douleur, à rire des moments durs et à savourer chaque étape, même les plus difficiles. Alors, à chaque fois que vous tombez, rappelez-vous ceci, le rebond, c'est comme sauter à la corde. Vous allez trébucher, encore et encore, mais à force de persévérer, vous finirez par trouver votre rythme, et qui sait? Vous pourriez même devenir un champion du rebond, à force de pratique. Il y a une citation que j'adore, attribuée à Confucius. La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. C'est exactement ce que les maîtres spirituels enseignent depuis des millénaires. L'échec est inévitable, mais c'est aussi une bénédiction, une opportunité de croissance, une chance de se reconnecter à soi-même et à ce qui compte vraiment. Vous voyez, chaque échec est comme un koan zen, ces énigmes que les maîtres donnent à leurs disciples pour éveiller leur esprit. Parfois, la solution semble hors de portée, mais en réalité, elle est là, juste devant nous, cachée derrière notre propre résistance. Alors, chers amis, la prochaine fois que vous trébuchez dans la vie, souvenez-vous de ceci. L'échec est spirituel, drôle et parfois, tout à fait nécessaire. Faites comme les sages, riez de vos chutes, méditez sur vos erreurs et surtout, relevez-vous avec la sagesse que vous avez acquise en chemin. Le rôle de l'adversité. Acceptez l'échec et les revers. Ah, l'échec! Ce mot que nous redoutons tous. On le regarde un peu comme on regarderait un gros monstre poilu qui traîne sous le lit. Pourtant, aussi surprenant que cela puisse paraître, l'échec est notre plus grand professeur, notre allié silencieux, celui qui nous pousse à grandir, même si, sur le moment, on préférerait largement qu'il prenne ses vacances ailleurs. Mais voilà le paradoxe, sans échec, il n'y a pas de véritable succès. Et si nous arrêtions de le voir comme une calamité et commencions à l'embrasser, presque avec gratitude? Pourquoi l'échec est essentiel à la croissance? Imaginez que vous viviez dans un monde où tout réussit du premier coup. Vous lancez un projet, hop, il explose de succès. Vous essayez de cuisiner un plat compliqué pour la première fois, parfait du premier coup. Vous entreprenez de monter un meuble IKEA, miracle, pas une seule vis en trop.
À première vue, cela semble le rêve, non? Mais en réalité, c'est d'une effroyable monotonie. Pourquoi? Parce que la réussite facile ne nous apprend rien. On ne progresse pas dans la vie sans trébucher, tomber et se relever. L'échec, c'est comme ce coach un peu rude, celui qui nous pousse à sortir de notre zone de confort. Vous savez, celui qui crie « encore ». Tu peux faire mieux. Au lieu de voir l'échec comme un jugement final, on devrait le percevoir comme une évaluation intermédiaire. C'est un feedback puissant qui nous montre où nous avons besoin d'ajuster, d'améliorer et de grandir. L'échec casse l'ego, et c'est une bonne chose. L'un des aspects les plus gênants de l'échec, c'est la manière dont il blesse notre ego. Cet ego qui aime se croire invincible, parfait, toujours en contrôle. Et l'échec, avec sa manière bien à lui de nous rappeler notre humanité, fait voler cet ego en éclats. Mais, surprise! C'est exactement ce dont nous avons besoin. Pourquoi? Parce qu'un ego gonflé comme une baudruche empêche la croissance. Quand nous échouons, nous sommes obligés de nous regarder en face, sans fioriture. Nous devons reconnaître nos limites, nos failles. Et c'est dans cette acceptation de nos imperfections que naît la vraie transformation. Un peu comme ces artistes japonais qui réparent les pots cassés en remplissant les fissures d'or, la technique du kintsugi, nous aussi, nous devenons plus forts et plus beaux dans nos cicatrices. À prendre des défis. Les défis sont inévitables. Nous vivons dans un monde où tout change constamment, où l'incertitude fait partie du quotidien. Parfois, tout semble aller contre nous, et c'est là que les vrais tests de notre caractère se présentent. Et si, au lieu de fuir ces défis, nous apprenions à les voir comme des opportunités d'apprentissage? Les défis, le terreau de la créativité, vous avez peut-être déjà entendu cette phrase. La nécessité est la mère de l'invention. C'est quand les choses deviennent difficiles que nous devons faire preuve de créativité, que nous trouvons de nouvelles solutions et approches. Si la route était toujours droite et sans embûches, pourquoi s'efforcerions-nous de chercher des raccourcis ou des alternatives? Prenons l'exemple de Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique. On raconte qu'il a échoué des milliers de fois avant de trouver la formule gagnante. Chaque échec n'était qu'un pas de plus vers la réussite. Lorsqu'on lui a demandé comment il se sentait après tant d'échecs, il aurait répondu quelque chose comme « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » C'est précisément cette mentalité qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent. Leçon numéro 1. Les échecs ne sont pas des fins. Quand nous faisons face à des défis, il est facile de se dire « c'est fini pour moi » ou « je n'y arriverai jamais ». Mais si nous regardons l'échec non pas comme une fin, mais comme une simple bifurcation sur la route, nous changeons notre perspective. Nous comprenons que chaque difficulté nous apporte une nouvelle leçon, une nouvelle force. Leçon numéro 2. La persévérance est clé la persévérance. C'est cette petite étincelle qui refuse de s'éteindre, même quand tout semble perdu. Les défis ne sont pas là pour nous détruire, mais pour tester notre détermination. Et si, au lieu de nous effondrer, nous nous disions « je vais continuer, peu importe les obstacles ». La résilience naît précisément dans ces moments de doute, de lutte et de défi. Comment l'adversité construit la force intérieure? L'adversité, c'est un peu comme un forgeron. Imaginez qu'il y ait une épée à l'état brut, une simple pièce de métal. Ce n'est qu'après avoir été martelée, chauffée, pliée et repliée que cette pièce de métal devient une épée tranchante et redoutable. De la même manière, l'adversité martèle notre caractère, élimine nos faiblesses et nous transforme en version plus forte de nous-mêmes. L'adversité nous montre notre résilience cachée. C'est souvent en période d'adversité que nous découvrons des forces que nous ne soupçonnions pas. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vous avez dû puiser dans des ressources insoupçonnées? Vous savez, ce moment où vous pensez « je ne vais jamais y arriver », et pourtant, vous y parvenez. Ces moments nous révèlent des aspects de nous-mêmes que nous ignorions, des capacités de surmonter l'impossible. Elle nous apprend l'humilité, l'adversité nous rappelle que nous ne sommes pas tout-puissants. Elle nous ramène à l'essentiel, nous pousse à accepter l'aide des autres et à reconnaître que nous ne contrôlons pas tout. Cette humilité est précieuse car elle nous ouvre aux autres, à leurs expériences, à leurs conseils et même à leurs erreurs. L'adversité renforce notre gratitude. Quand vous avez tout, il est facile d'oublier d'apprécier les choses simples. L'adversité, en nous privant parfois de confort ou de succès, nous fait redécouvrir l'importance des petites choses.
Cette période où vous n'aviez pas d'argent peut, par exemple, vous rendre plus reconnaissant des repas que vous partagez aujourd'hui. De même, les périodes de solitude nous rappellent l'importance de nos relations. Bref, sans ces moments difficiles, il est facile de tomber dans la complaisance. Acceptez les revers comme partie intégrante de la vie. Au bout du compte, la vie est une série de hauts et de bas. Comme un grand livre, elle est remplie de chapitres, certains plus joyeux, d'autres plus sombres. Mais chacun de ces chapitres a sa raison d'être. Les revers, qu'ils soient petits ou grands, sont là pour nous enseigner des leçons. Et si nous choisissons de les accepter plutôt que de les fuir, nous devenons plus résilients, plus sages et surtout, plus en paix avec nous-mêmes. Une histoire d'échec, le succès caché de Walt Disney. Un des exemples les plus célèbres de transformation à travers l'échec est celui de Walt Disney. Avant de créer l'empire mondial que l'on connaît aujourd'hui, Disney a connu plusieurs échecs cuisants. Son premier studio a fait faillite, et il a même été renvoyé d'un journal pour manque d'imagination. Imaginez cela, le créateur de Mickey Mouse, considéré comme quelqu'un sans imagination. Mais Disney ne s'est pas laissé abattre. Il a persévéré, utilisé ses échecs pour améliorer son art, et aujourd'hui, son nom est synonyme de magie et de succès. Le cas de J.K. Rowling. Quand tout semblait perdu avant de devenir l'une des autrices les plus riches et célèbres du monde, J.K. Rowling était une mère célibataire vivant des aides sociales. Ses manuscrits de Harry Potter ont été rejetés par plusieurs maisons d'édition. Mais elle a persisté. Elle a vu dans ses échecs des opportunités de réécrire, d'améliorer et de continuer à croire en son histoire. Le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. Conclusion, l'échec et l'adversité ne sont pas des ennemis à éviter, mais des alliés cachés dans notre quête de croissance personnelle. Chaque revers est une leçon, chaque échec un tremplin vers une version plus forte de nous-mêmes. La clé réside dans notre capacité à embrasser ces moments difficiles avec humilité, créativité et persévérance. Comme le disait si bien Nelson Mandela, « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Alors, la prochaine fois que vous rencontrerez un échec, accueillez-le avec un sourire, car il vous prépare à la réussite.